Je me présente, je suis Michel Javois, un des membres du pôle Jardiner Autrement, également investi dans d'autres actions à la SNHF. Donc, notre webinaire d'aujourd'hui s'inscrit dans un cycle de 6 webinaires, chargé de mettre en avant les leviers sur lesquels les jardiniers, même quelquefois très modestement, peuvent agir sur le climat ou comment s'adapter à l'évolution climatique que nous connaissons. Nous avons déjà eu 2 webinaires, le premier a porté sur l'économie d'eau et le deuxième sur les changements de pratiques. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la biodiversité, avec 2 exposés complémentaires selon notre schéma habituel. Un premier exposé théorique, entre guillemets, réalisé par un professionnel, chercheur, enseignant ou chargé de mission technique dans différents organismes. Et puis un second exposé qui est un témoignage d'un jardinier qui nous fait part de la conduite de son jardin en lien avec, bien sûr, les thèmes climatiques abordés. Alors, à l'issue de ces 2 exposés, nous aurons un temps de questions et vous pourrez donc poser vos questions en utilisant la rubrique Q&R que vous avez dans le bas de votre écran. Alors, le premier exposé sur la biodiversité est important. C'est un thème qui est un concept de base, je dirais, qui est souvent rencontré et qui est très favorable à beaucoup d'égards dans le jardin. Et aujourd'hui, pour nous en parler, je vais céder la parole dans un très court instant maintenant pour un exposé d'environ une vingtaine de minutes à Ariel Zoélin, qui est chargé de mission communication et valorisation éco-phyto GEVI. GEVI, je rappelle, Jardin, Espace végétalisé et infrastructure, à l'OFB, Office français de la biodiversité. À vous, Ariel, nous vous écoutons. Merci de partager votre écran. Merci Michel. Oui, je vais partager mon écran. Alors, est-ce que ça fonctionne pour vous là? Oui, c'est bien. Parfait. Ok. Et bonjour à toutes et à tous. Comme l'a mentionné Michel, je travaille à l'Office français de la biodiversité. Je vais intervenir aujourd'hui sur la partie théorique associée au concept de biodiversité pour introduire un peu les concepts qui sont mis en œuvre au jardin par vous-même. Donc, à l'origine du concept de biodiversité, comme on le connaît aujourd'hui, il y a un néologisme qui cherche à traduire la notion de diversité biologique, d'où le terme de biodiversité. D'ailleurs, ça vient du besoin de trouver un terme qui était compris et partagé par tous pour s'appuyer sur une définition commune. Et en fait, la définition initiale de diversité biologique qui avait été donnée, elle était un peu incomplète parce que, au sens strict, c'était limitant par rapport à la réalité et ça ne traduisait pas le fait que les milieux sont multiples, les espèces aussi, sont en interaction les unes avec les autres. Et du coup, la définition, elle s'est étoffée pour intégrer plus largement tout ce qui va être associé à la diversité biologique, avec une prise en compte du milieu, des individus, des interactions milieu-espèce et des interactions interspécifiques. Donc, on en est arrivé à une définition aujourd'hui qui qualifie la biodiversité de tissu vivant de notre planète. Et la biodiversité, en fait, elle recouvre l'ensemble des milieux naturels, de toutes les formes de vie, donc les plantes, les animaux, les champignons, les bactéries, les virus, et toutes les relations et les interactions qui existent, donc d'une part entre les organismes entre eux, et entre les organismes et leur milieu de vie. Donc vous voyez que d'un coup, c'est beaucoup plus global. Et de cette biodiversité, on distingue différents types. Il y a la diversité des espèces, comme vous voyez sur mon petit schéma. La biodiversité, il y a la diversité génétique, donc entre les individus, et il y a la diversité des écosystèmes. Donc votre jardin, par exemple, c'est un écosystème. Les forêts, les océans, les lacs, les parcs. Si on zoome un peu, les cellules aussi, c'est des écosystèmes.
En gros, c'est tous les milieux dans lesquels les communautés ils interagissent. Et tous les écosystèmes, ils ont un périmètre qui est défini dans l'espace avec des échanges de matière et d'énergie avec d'autres écosystèmes. Donc, quand on sait ça, il faut distinguer de quelle diversité on parle. Et il faut garder en tête la notion de diversité fonctionnelle pour coller un peu plus juste des mécanismes écologiques. Ça, c'est très important autant pour le fonctionnement des écosystèmes que pour les services écosystémiques qui sont rendus à nous, êtres humains, si on ramène ça de notre point de vue un peu anthropocentré. Et je vais donner un exemple. Par exemple, si on se penche sur un programme de reboisement, comme c'est fait souvent dans les programmes de compensation carbone, planter des arbres, c'est bien de reboiser. Par contre, si ce n'est pas des essences d'origine sur la zone géoclimatique, ou si les espèces qui sont choisies, elles ne sont pas adaptées à la faune et à la flore endémique, ça peut plus engendrer un peuplement végétal qui soit ne va pas être stable, puisque comme il n'est pas adapté au climat, il va pouvoir dépérir, ou carrément, il ne pourra pas être adapté aux espèces locales et les menacer, elles, en termes de nutrition ou d'habitat. Et là, on se rend compte que du coup, un arbre, ce n'est pas égal à un arbre, et du moins pas n'importe lequel, et qu'une forêt monospécifique, je ne sais pas, de hêtres, ne va pas convenir à des espèces qui, à l'origine, avaient besoin de chênes pour se nourrir ou s'abriter, par exemple. Donc, vous voyez que ça implique de considérer toutes les réactions des êtres vivants entre eux. Et c'est une notion écologique essentielle pour préserver la biodiversité, pour maintenir la résilience des écosystèmes, c'est-à-dire leur capacité d'adaptation et de résistance aux perturbations surtout. Et du coup, dans cette même idée, il ne faut pas confondre, quand on parle de biodiversité, les notions d'abondance et de diversité, puisque la diversité spécifique, c'est le nombre d'espèces. Donc là, on parle de la richesse spécifique. Et à côté de ça, il y a l'abondance, et c'est l'abondance relative de chaque espèce. Comme dans mon exemple de forêt, on peut avoir beaucoup d'une seule espèce, et ce n'est pas pour autant qu'il y aura une biodiversité diversifiée. Donc, j'ai aussi mentionné les espèces endémiques. C'est pour traduire les espèces en fait, qui se trouvent qu'à un seul endroit. Elles vont être localisées dans une zone géographique précise à laquelle elles sont adaptées. Et ces espèces-là, elles font souvent l'objet d'une attention particulière, puisque du fait qu'elles sont très adaptées à une seule zone, elles sont d'autant plus fragiles puisque n'importe quelle perturbation va les déstabiliser. Et les zones où l'endémisme est très élevé, c'est des zones critiques. Et par exemple, c'est les îles, puisque l'île, ça a des conditions déterminées. Et normalement, c'est un territoire délimité par la mer, par l'océan. Et les espèces ne sont pas nécessairement adaptées à recevoir des nouveaux organismes. En tout cas, je parle du fonctionnement des écosystèmes, puisque les populations d'individus, elles ne sont pas isolées les unes des autres, vous l'avez compris. Et les populations, elles appartiennent à des systèmes écologiques qui forment des communautés qui vont interagir les unes avec les autres, et en fonction des contraintes biotiques et abiotiques qui vont s'exercer sur elles. Donc, une perturbation, ça va entraîner une adaptation, ou pas d'ailleurs, et ainsi de suite. Et le système, il évolue pour se maintenir et pour s'adapter. Donc, c'est la notion de résilience. Donc, comme je le disais, les communautés, c'est des ensembles végétaux et animaux qui sont définis donc, par leur abondance des espèces, par la diversité spécifique et par leur structure, et aussi par une structure trophique. Ça, tout le monde connaît plus ou moins la notion de réseau trophique, puisque c'est avec les chaînes alimentaires. Et en fait, tous les écosystèmes présentent cet ensemble de relations qui déterminent la circulation de l'énergie et de la matière entre tous les niveaux. Donc, je vous l'ai remis pour rappel. Il y a un premier niveau dans le réseau trophique qui est composé des producteurs. Là, c'est les organismes photosynthétiques qui produisent de la masse vivante en fait, en transformant l'énergie lumineuse et les minéraux qu'ils reçoivent. Donc, on parle des plantes ou du phytoplancton à ce niveau-là.
Ensuite, il y a les consommateurs primaires, c'est les herbivores ou le zooplancton herbivore, du coup, si on continue dans le milieu aquatique. Et comme leur nom l'indique, c'est des organismes producteurs qui vont eux-mêmes engendrer une production primaire. Ensuite, il y a les consommateurs secondaires, qui sont les carnivores qui se nourrissent des consommateurs primaires, donc d'herbivores. Je sais pas, les chats, les serpents, ça. Ensuite, il y a les consommateurs tertiaires. Ça va être les carnivores qui se nourrissent d'autres carnivores. Et enfin, viennent les consommateurs quaternaires qui sont aussi qualifiés de super carnivores, puisque ce sont les carnivores qui se nourrissent de consommateurs tertiaires. Donc, le requin, les grands félins, ceux qui sont au sommet de leur réseau trophique. Et en parallèle de cette chaîne, il ne faut surtout pas oublier les détritivores, qui, eux, sont indispensables pour faire recirculer en fait, et recycler la matière. Et c'est soit des animaux comme les vers de terre, les champignons, les bactéries, il y a certains rapaces aussi, ou des coléoptères. Et en fait, ils se nourrissent des déchets organiques et des matières mortes, animales et végétales, et ils les réintègrent dans le circuit. Et ils sont indispensables, par exemple, les vers de terre et les micro-organismes du sol, en jardinage ou en agriculture, hein, c'est eux qui participent à brasser les sols, à les rendre vivants. Et si on réduit leur population avec des pratiques agricoles intensives, le sol va devenir compact, il perd ses fonctionnalités pédologiques, il s'appauvrit en nutriments, enfin, il ne va plus fonctionner correctement et ça va ensuite réimpacter le peuplement végétal et animal en retour. C'est exactement ce qui se passe en fait en agriculture conventionnelle quand on cumule monoculture, insecticides, labour, engrais minéraux, enfin, tout ça, ça diminue les populations qui, normalement, auraient dû elles-mêmes réguler l'état du sol. En fait, on parle aujourd'hui beaucoup de services écosystémiques pour montrer les avantages que nous, humains, on retire des fonctionnements des écosystèmes à la base. Et en fait, on en prend souvent conscience une fois qu'on les a perturbés, malheureusement. Bref, du coup, la chaîne alimentaire, ça représente les réseaux de transfert d'énergie entre niveaux trophiques d'un système. Et entre chaque, il y a forcément des pertes, sous forme de chaleur, de respiration, etc. Et tout ça, ça repose sur des mécanismes de recyclage de matière et sur les relations prédateur-proie ou hôte-parasite pour faire circuler la matière, toujours. Je ne vais pas m'étendre dessus, mais après, il y a aussi d'autres types de relations de coopération, comme la symbiose, quand il y a deux espèces qui coopèrent et qui ne peuvent pas vivre l'une sans l'autre. Il y a aussi du mutualisme, quand c'est une coopération en fait, avec bénéfices mutuels, comme la pollinisation, où il y a aussi du commensalisme, c'est quand une espèce profite de l'autre pour vivre, mais sans lui nuire. Donc, ce n'est pas comme du parasitisme pour le coup. Et les relations aussi passent par de la concurrence de ressources alimentaires. Maintenant qu'on a un peu une vue d'ensemble sur le fonctionnement de la biodiversité, on comprend qu'il y a un tas de perturbations qui peuvent la mettre en danger. Et on rassemble en général les causes majeures de destruction de la biodiversité en 5 groupes. Il y a la fragmentation et la destruction des habitats terrestres et marins. Ça, on perçoit à peu près comment ça prend forme. Je peux donner quelques chiffres. Par exemple, on sait que, je ne sais pas, il y a 20% des mangroves qui ont disparu entre 1980 et 2005, donc au niveau mondial. Et on connaît l'importance de ces habitats pour les milieux marins et pour même contre l'érosion des sols. Donc, c'est vraiment pas négligeable. Et en tout cas, si ça vous intéresse d'avoir des indicateurs de ce type, là, je vous invite à aller jeter un coup d'œil au site Nature France, qui donne en fait des indicateurs sur l'état de la biodiversité, la conservation, sur les écosystèmes. Et ils sont mis à jour et ils sont illustrés de façon vraiment très pédagogique. Donc, voilà, il y a pas mal.
Ensuite, la deuxième menace qui pèse sur la biodiversité, c'est la destruction des habitats. Maintenant, l'exploitation et la surexploitation des ressources. La pêche, la coupe du bois dans les forêts, enfin, ça peut être un tas de menaces, tout ce qui détruit les habitats, en fait. Ensuite, il y a les pollutions, qu'elles soient chimiques, sonores ou lumineuses, en mer, tout ce qui perturbe la biodiversité. Et il y a une cinquième classe de pression qui s'exerce sur la biodiversité, c'est les espèces exotiques envahissantes. Ça, pour le coup, l'intensité de ces pressions, elle s'est vraiment renforcée depuis 50 ans, entre l'augmentation des échanges commerciaux, des marchandises, des voyages, les introductions volontaires et les changements de répartition des aires d'habitat des espèces à cause du réchauffement climatique. Et en France, il y a à peu près 2000 espèces exotiques envahissantes sur le territoire. Et particulièrement dans les départements d'outre-mer, puisque justement, ils cumulent un climat qui est tropical. Donc, ça favorise quand même le développement de certaines espèces et le fait que c'est des îles avec des espèces fragiles. Pour vous donner des exemples que vous pouvez observer tous les jours chez vous, je pense à la perruche à collier. J'ai mis une photo sur ma diapo, d'ailleurs, vous l'avez sûrement déjà vue un peu partout. Et cette perruche, elle a envahi l'Europe depuis quelques années. On peut citer le cas des tortues de Floride. Alors ça, c'est une espèce envahissante que je trouve assez représentative, puisque au début, elle a été relâchée par des aquariophiles et elle colonise maintenant tous les cours d'eau presque partout en France, au détriment des cistudes d'Europe. Et il y a le fait qu'elles ont été relâchées, ces tortues de Floride, et que les cistudes d'Europe, elles étaient déjà bien affaiblies par la dégradation de leur habitat, donc elles ont encore plus de mal à lutter contre les autres tortues envahissantes. Et même les jardiniers, vous y contribuez, on y contribue parfois sans le faire exprès, en achetant des plantes ornementales exotiques, comme la renouée du Japon, par exemple. À l'origine, elle a été volontairement importée comme plante ornementale, et maintenant, c'est devenu un cauchemar pour certains aménageurs, parce que ça se multiplie très, très facilement, et ça pousse aussi très vite. Bref, en tout cas, je m'arrête là. Il y aurait beaucoup d'illustrations. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, d'après l'IPBES, c'est la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, qui dit que 10% de la totalité des espèces sur Terre sont en déclin. Ça fait quand même plus de 1 million d'espèces, et d'où le terme qui est utilisé de 6e extinction là-dessus, puisqu'elles disparaissent à un rythme quand même assez soutenu. Voilà, je voulais juste terminer sur les programmes de protection, en vous citant très vite les principaux textes là-dessus, puisque la biodiversité est en déclin, mais il n'y a pas ni rien qui est fait, ni rien à faire. Et vous qui êtes ici aujourd'hui, j'imagine que vous le savez. Donc, il y a en France la stratégie nationale pour la biodiversité qui, depuis 2004, met en œuvre les engagements qui ont été pris à la Convention sur la biodiversité de 1992. Il y a le système des trames vertes et bleues pour connecter toutes les réservoirs de biodiversité. Il y a la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, qui a été à l'origine de la création en fait, de l'établissement de l'Office français de la biodiversité et qui met en œuvre toutes les politiques à ce propos en France. Et, il y a le plan biodiversité qui veut aller plus loin et pour respecter les engagements de la France, qui voudrait atteindre le zéro perte nette de biodiversité, donc arrêter le déclin de la biodiversité en France. Et voilà, et je finis juste en vous parlant de la prochaine grande échéance mondiale, qui est la COP15 biodiversité à Kunming en Chine. Et ils seront discutés tous les objectifs à mettre en place au niveau mondial pour réussir à protéger 30% de la planète des activités humaines. Donc c'est ambitieux, mais voilà, c'est le programme.
Et plus proche géographiquement, disons, en septembre prochain, vous pouvez vous rendre au Congrès mondial de la nature à Marseille. Il y a des espaces qui seront ouverts au grand public en marge de ce congrès mondial qui est organisé par l'UICN et auquel les acteurs, enfin l'OFB et tous les acteurs engagés pour la biodiversité participent. Donc, voilà. Merci Raël. Merci Raël pour votre exposé très complet. On va passer maintenant à la pratique avec le témoignage d'un jardinier qui met en œuvre beaucoup de ces sujets comme il va nous l'évoquer maintenant dans son jardin. Et je passe la parole donc à Bernard Patry, qui est lauréat du concours national des jardins potagers 2019 et lauréat du concours photo-épidémie. Surveillance était une action conduite également pour les GEVI par le pôle jardinier autrement. À vous Bernard, avec environ 20 minutes d'exposé, puis ensuite nous passerons aux questions sur les deux exposés, celui d'Ariel et le vôtre. À vous Bernard. Amis du jardin, bonjour. Tout d'abord, merci Michel, et puis merci Ariel également donc, pour cet éclairage sur la biodiversité. Donc, je vais poursuivre sur ce même thème, mais ce sera vu donc de mon jardin. Donc, nous allons voir les insectes qui sont utiles, comment les connaître, mais surtout les reconnaître, et comment nous pouvons les accueillir également. Je vous parlerai des mammifères et des oiseaux donc, qui fréquentent le jardin et des aménagements que j'ai mis en place pour les accueillir. Je terminerai par les actions que vous-même vous pourrez réaliser chez vous pour attirer tout ce petit monde afin de préserver la biodiversité. Mais avant, je me présente, donc Bernard Patry, je suis un jardinier amateur, j'habite en Charente-Maritime, près de Saintes, et je suis à 20 km de l'océan. Nous avons un terrain de 15 000 m², donc qui est un terrain calcaire et très rocheux. On y trouve même une ancienne carrière de pierre à ciel ouvert. Autant dire que la culture n'y est pas facile. Donc, ce terrain, il est boisé à 75% et nous avons conservé tout son côté naturel. Pour amener de la biodiversité dans son jardin, il faut d'abord définir des zones, comme le fait l'architecte pour une maison. Donc, on tient compte de ce qui existe, des arbres par exemple, et puis de l'exposition, le soleil, les vents, et ensuite, donc, on peut l'aménager. Pour notre part, nous avons créé des zones et nous avons respecté la nature existante à une exception près, c'est que nous avons dû créer une clairière pour y implanter la maison. Il faut dire qu'au départ, quand on a créé la maison, donc on n'avait que la moitié du terrain et ce terrain était à 100% donc, couvert de forêt. Donc, on a été obligé de faire une clairière. Donc, autour de la maison, donc, nous avons créé des massifs de plantes vivaces et d'annuelles. Donc, ça apporte de la couleur, mais c'est surtout que ça attire les insectes. Donc, on a une zone de 400 m² donc, qui est consacrée au potager. Donc, c'est le seul endroit du terrain où la terre est suffisante pour jardiner. Donc, comme vous pouvez le voir sur la photo, donc au premier plan, donc, où il y a l'entrée, là, vous avez le jardin aromatique. Un peu sur la gauche, ce sont les petits fruits. Ensuite, une partie donc, du potager. Et tout au fond, donc, on a l'autre partie du potager qui est dans la grande serre. Deux autres zones sont dédiées aux arbres fruitiers, donc il y a des poiriers, pruniers, pommiers, amandiers, figuiers, cognaciers, cerisiers, kiwis, abricotiers. Nous avons conservé en prairie naturelle pour la biodiversité 2 zones ouvertes, donc l'une dans la carrière que je vous ai parlé. Donc je les fauche 2 fois par an à l'automne. La dernière zone concerne le bois, c'est-à-dire les 3/4 du terrain. Donc, une partie de ce bois, je la nettoie 1 fois par an et l'autre, elle est laissée donc sauvage pour abriter donc une faune différente. Autour du potager, donc, nous avons planté une haie de laurier en mitoyenneté des champs cultivés, donc, qui sert de bouclier pour les traitements phytosanitaires du paysan voisin. Bon, c'est plus ou moins efficace, mais enfin bon, on ne peut pas plus. Nous avons planté donc une autre haie d'arbustes variés. Donc ça, c'est pour nourrir autant les insectes que les oiseaux. Sur le terrain, donc, il y avait déjà à l'origine une variété d'arbustes sauvages qui complètent le garde-manger pour cette biodiversité. Ce qui est important, c'est la diversité végétale, que ce soit au potager, donc je cultive plus d'une centaine de variétés différentes, et que ce soit dans le reste du terrain.
L'accueil de la biodiversité se fait par une végétalisation diversifiée. C'est pour cela que si nous adoptons tous ces petits gestes, hein, vous allez dire une petite goutte d'eau, mais on aura au final tous un impact sur le climat. Après avoir présenté notre jardin, là, je vais maintenant vous parler des insectes utiles que je rencontre. Donc, le premier insecte auquel on pense, et l'insecte phare et emblématique des jardiniers, c'est la coccinelle. Il en existe près d'une centaine d'espèces en France. Et la plus connue, comme on peut voir sur la photo, donc c'est la rouge à 7 points noirs. Donc, cette coccinelle se nourrit de pucerons, mais vous savez que ce sont les larves qui en dévorent le plus, hein, plus d'une centaine par jour. L'adulte il pond ses œufs sous les feuilles d'une plante près d'une colonie de pucerons. Un deuxième insecte qui est également très utile, c'est la chrysope. Elle est plus discrète que la coccinelle, donc c'est une grosse dévoreuse de pucerons et d'acariens. Pendant son développement, donc elle en consomme de 200 à 500, ce qui est quand même pas mal. Les œufs, comme vous le voyez, sont fixés à l'extrémité d'un pédoncule de fin février à mars et aussi près d'une colonie de pucerons. Les larves peuvent apparaître dès le mois d'avril. Donc, je vais vous parler d'une troisième famille d'insectes que vous rencontrez fréquemment dans votre jardin et qui participent également à réguler donc, les colonies de pucerons. Ben, ce sont les cirphes, donc, ils font partie de la famille des mouches. Il y en a environ 500 espèces en France, mais la plus répandue, c'est la cirphe ceinturée, donc celle qui est jaune et noire, hein, comme on peut voir. Et on peut la confondre, hein, pour ceux qui sont un peu novices, à une guêpe ou une abeille. Les larves peuvent tuer jusqu'à 300 pucerons en une nuit, hein, donc c'est quand même un insecte intéressant. Je vous parle maintenant des carabes, qui sont des coléoptères prédateurs de nombreux ravageurs de jardin. Ce sont des réels alliés du jardinier également, hein. Il en existe plus de 50 espèces. On rencontre surtout le carabe doré et le carabe des bois. Ils ont un régime alimentaire qui est très variable, donc ils consomment, comme les larves, comme les adultes, des mollusques, limaces, escargots, mais aussi des pucerons, des larves de taupins, ce qui est très intéressant pour moi dans mon cas, hein, des vers ou encore des chenilles et des cloportes. Les carabes ont une activité plutôt crépusculaire et nocturne. Donc on connaît tous le perce-oreille, hein, ou forficule. Son activité est généralement nocturne, et donc c'est un dévoreur de pucerons. L'INRA a mis en évidence son efficacité en lutte biologique dans les vergers, hein, donc dans les vergers professionnels. La grande sauterelle, elle prédate de nombreux ravageurs de culture, des pucerons encore, mais des mouches, des chenilles. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle mange également donc, des larves de dorifores, et parfois même les adultes, hein. Donc c'est un des rares prédateurs de cette espèce envahissante. Vous aurez compris donc que cette liste n'est pas exhaustive et je vous conseille d'aller sur un site qui est très bien fait, qui s'appelle Jardiner autrement. Et dans les fiches techniques, vous pourrez compléter vos connaissances. Après cette petite description, le but est quand même d'accueillir tous ces insectes dans son jardin. Et la question, c'est comment peut-on faire, hein? Donc pour cela, ben, il faut bien sûr leur donner le gîte et le couvert, et ceci en été comme en hiver, hein. Donc, vous pouvez créer des tas de feuilles, de bois, des branchages, des pierres, créer des haies, puis surtout laisser des vieilles souches, hein, c'est important également. Pour la nourriture, favoriser une diversité florale importante et surtout en début de saison, hein, parce que les fleurs sont rares. Une action simple que vous pouvez mettre en place, hein, vous semez de la bourrache qui va fleurir et attirer tous ces insectes, hein. Les graines vont ainsi se ressemer et se multiplier sans effort. Et là, vous verrez une multitude d'insectes venir les butiner. Actuellement, moi, je constate, donc c'est principalement des bourdons et puis des abeilles, mais je veux dire, ça n'arrête pas toute la journée, hein. Laissez aussi de part et d'autre quelques plantes envahies de pucerons, donc ça va permettre de nourrir les coccinelles et tous ces insectes que je vous ai décrits, hein, parce que s'ils n'ont pas de garde-manger, donc ils ne vont pas rester. Donc, il faut quand même conserver un peu de pucerons. Donc, les orties, le seneçon, le fenouil, bon, sont à la fois des garde-manger, des abris, il y a d'autres plantes également, hein. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire vos expériences, vous semez et vous verrez ce qui attire les insectes. Un conseil très important, c'est surtout de ne pas
traitées aux pesticides, car ces insectes y sont très sensibles. Pour aller un peu plus loin donc, dans votre démarche, donc pour attirer ces insectes, vous pouvez construire un abri. Et en plus, donc ça sera une activité que vous pourrez faire avec vos enfants ou vos petits-enfants. Et c'est toujours la galère quand il faut leur trouver une occupation, c'est petit, donc voilà une occupation toute trouvée. Donc cet hôtel à insectes, cet abri insectes accueillera donc des insectes qui vont favoriser la pollinisation des fleurs en contribuant à éliminer naturellement les parasites qui attaquent tous vos végétaux. Donc pour compléter cet abri, et attirer donc les perce-oreilles pour protéger, entre autres, les arbres fruitiers des pucerons. Vous mettez de la paille dans un pot en terre cuite, vous le retournez, vous le suspendez dans l'arbre. Vous pouvez aussi fabriquer des petits fagots de tiges creuses qui serviront d'abri pour cette petite faune. Je vous ai parlé des chrysopes et vous pouvez aussi leur fabriquer un abri avec une simple boîte en bois. Vous la percez de trous, 10-15 mm environ. Vous mettez de la paille, du foin et vous la fixez dans l'arbre à l'abri du vent. Par contre, attention, l'hiver, il faut la rentrer parce que les adultes n'aiment pas le froid. Voilà, je crois que je vous ai donné quand même des idées d'occupation pour les mois à venir. Et là, je voulais vous citer une petite anecdote. Donc, ça concerne un ami jardinier, donc il s'appelle Guy, il va se reconnaître. Et il y a 2 ans, donc, il avait semé un rang de haricots verts, d'arames. Et au moment où les haricots se formaient, il a constaté qu'une invasion de pucerons sur tout le rang. Donc là, lui, Guy, c'est un défenseur de la biodiversité, donc il a laissé la nature faire. Et au bout d'une semaine, des coccinelles avaient pondu et donné naissance à des centaines de larves et qui, petit à petit, ont dévoré l'ensemble des pucerons. Donc, au bout de 3 semaines, il n'y avait plus aucun puceron. Donc, la moralité, c'est que sans aucune intervention de l'homme, dans un jardin où la biodiversité est préservée, la nature s'est régulée d'elle-même. Donc, Guy, il a perdu sa première récolte de haricots verts, mais bon, il y a eu une deuxième floraison, il a quand même pu récolter. Après, donc, les insectes, je vais vous parler des vers de terre qui sont également très utiles, que ce soit au potager ou au compost. Eux, ils se nourrissent de matière organique. Ils broient en particules fines grâce à leur système digestif. Ils remplissent plusieurs fonctions comme l'aération du sol, l'amélioration de sa structure, sa stabilité, et ça permet une meilleure disponibilité des nutriments qui sont répartis dans les différentes couches du sol. Voilà, maintenant je vais passer à la faune que je retrouve dans mon jardin. Le premier mammifère dont je vais vous parler, on ne le voit pas directement, mais par contre, on subit ses conséquences. Vous l'aurez peut-être deviné, donc c'est la taupe. Elle est souvent le casse-pied du jardinier. Quand vous découvrez au milieu de votre belle pelouse des taupinières ou sous votre semis de carottes, ça ne fait surtout pas plaisir. Et on a une envie, avant tout, c'est de l'éradiquer. Mais pourtant, si cet animal existe, c'est qu'il a son utilité. Donc, il faut savoir que la taupe, elle aère la terre, elle creuse des galeries. Ça permet aussi à l'eau de mieux s'infiltrer en cas de forte pluie. La taupe, elle se nourrit exclusivement de vers. Alors, des vers de terre, le ver du hanneton, également le taupin, les courtilières, les cochenilles, les limaces, et par conséquent, elle s'avère, elle aussi, donc une véritable amie des jardiniers. Alors, les taupes, elles laissent des déjections riches en sucre et en protéines après leur repas. Donc, ça nourrit les bactéries du sol. Ça nourrit également les racines des plantes, des arbres et également donc, le mycélium des champignons, qui est si important dans la nature et la vie des plantes. Rappelez-vous, donc Marc-André Sellos nous l'a évoqué dans son premier webinaire. Donc, elle joue donc un rôle essentiel dans la nature. Je vous rappelle donc, que la taupe n'est pas herbivore, elle ne mangera pas vos cultures. À ce sujet, j'ai une petite anecdote. Donc, chaque année, moi, je cultive les pommes de terre sous paillis. Donc, au moment de la récolte, je retire le paillis. Donc, la majorité des pommes de terre se retrouvent sur la terre, mais il y en a toujours qui sont un peu enterrées. Et donc, en les retirant, je m'aperçois que le sol, il est rempli de galeries de taupes. Donc, mes pommes de terre, elles ont pu grandir normalement et de plus, elles sont quasiment indemnes d'attaques de taupins et de larves de hanneton. Et là, je fais plaisir, bien sûr, à la jardinière, à la cuisinière, pardon, je me trompe.
Voilà, donc autre mammifère important pour nos jardins, mais malheureusement que l'on voit surtout écrasé sur les routes, c'est le hérisson. C'est un animal fort sympathique, mais c'est aussi un ami précieux du jardinier, donc qui est friand de limaces et d'escargots. Du printemps à l'automne, il sort chasser donc, plutôt donc, en début, en fin de nuit, sur un territoire d'1 hectare. Donc 1 hectare, c'est important. Vous voyez, quand vous habitez dans un lotissement que tout le monde a clôturé, mais comment il fait pour arriver chez vous? Donc, le conseil que je vous donne, c'est de laisser des ouvertures dans la base de vos murs et de vos clôtures. Vous pouvez l'accueillir également, donc vous faites un abri dans un tas de bois, hein, ou vous laissez en dessous du tas environ 15 cm pour qu'il puisse passer. Vous lui laissez aussi un tas de feuilles, parce que là, il va adorer le tas de feuilles, donc il va y faire son nid, etc. Donc pour sa sauvegarde, un conseil, vous abandonnez les pesticides qui se retrouvent dans sa chaîne alimentaire. Maintenant, je vous parle d'un mammifère donc, qui est le seul à voler, c'est la chauve-souris, donc qui est souvent mal aimée. Pourquoi? Parce qu'elle fait peur, hein. C'est l'allié du jardinier, car elle dévore les parasites du jardin. Donc, elle est insectivore, elle chasse en vol et elle avale environ le tiers de son poids en une nuit. Et vous savez que ça représente environ 2500 insectes comme des mouches, des moustiques, des carpocaps, pour ne citer que quelques-uns. J'ai la chance d'avoir des amphibiens nocturnes dans mon terrain et il est rare de les rencontrer. Là, j'ai nommé la salamandre tachetée. Donc, elle est utile car elle mange entre autres des limaces, pas que, mais surtout des limaces. Donc, c'est une petite bête qui est dodue, elle est brillante, donc de couleur noire et elle est tachetée de jaune. Donc, son habitat se trouve à proximité des ruisseaux, des sources et des lacs. Mais je vous ai dit que mon terrain, moi, il est rocheux, donc je n'ai pas de point d'eau. Donc, de l'avoir dans mon terrain, pour moi, ça reste un mystère, hein. Donc, il y a à peu près une trentaine d'années, au moment de la construction de la maison, j'ai rencontré une salamandre dans le vide sanitaire. Bon, à l'époque, j'étais préoccupé plus par le chantier que par la faune et la flore, hein. Dans mon projet, je voulais récupérer de l'eau de pluie. J'ai donc créé un regard en béton de 200 litres. Donc, j'ai relié mes eaux pluviales à ce regard. Bon, les années ont passé, puis à environ 7-8 ans, eh bien, on a découvert des petits têtards. Bon, en regardant de plus près, ben, on a dit, mais non, ça doit être des tritons plutôt. Et puis, en allant encore voir de plus près, ben, on s'est rendu compte, en recherchant, que c'était des petites salamandres. Il y en avait plus de 150 dans le regard. Et depuis, chaque année, ben, nous avons des bébés salamandres. Il y a 3 ans, donc, j'ai enfin réalisé mon projet d'alimentation de pluie pour arroser le jardin. Et j'ai créé donc une réserve souple de 50 mètres cubes. Donc, il a fallu que je ferme mon regard, hein, pour que l'eau soit pas souillée, soit plus claire, hein. Donc, je me suis posé la question, et les salamandres, maintenant, comment vont-elles se reproduire? Donc, j'ai eu l'idée de créer un nouvel endroit. Donc, je l'ai mis près du jardin potager. Et de là, j'ai enterré un bac de 60 litres, comme on voit sur la photo. Donc, tout à côté, il y a un tas de bois que j'ai construit, plus un muret donc en pierre sèche, et tout ça pour leur servir d'abri. Donc, vous voyez dessus la couverture sur le tas de bois, elle permet de canaliser l'eau de pluie et d'avoir de l'eau toute l'année dans le bac. Donc, la petite salamandre que l'on voit sur la photo, non, on ne la voit pas sur la photo. Donc, la dernière salamandre, une toute petite donc, que j'ai pris en photo, donc c'était mi-juillet à peu près, hein. Et donc elle est partie, donc vous voyez, très tard, hein. Elle a pris son temps. Parce que dans la nature, ça ne se passe pas comme ça. Bien souvent, donc, les salamandres pondent dans des endroits dans des flaques d'eau, enfin un peu plus importantes, mais qui, au printemps, par des printemps secs, ça sèche assez vite. Et donc, elles ont la faculté, elles, les petites salamandres, de deviner donc, cette future sécheresse, et donc elles se nourrissent assez rapidement, quitte à manger donc, les plus faibles, hein. Donc, ici, dans mon terrain, vous voyez que j'aurais construit un hôtel 5 étoiles, hein.
Voilà, je vous ai parlé donc des insectes, des mammifères, mais il y a aussi les oiseaux donc, qui ont une vraie utilité dans le jardin. Parmi eux, donc, il y a le rouge-gorge, c'est vraiment l'ami du jardinier. Et l'hiver, c'est vraiment un plaisir de l'avoir comme compagnon quand il vient tout près de vous chercher un ver derrière la grelinette. Il se nourrit essentiellement d'insectes, de vers de terre, de petits vertébrés, mais aussi de baies. Donc, il a un régime insectivore et il participe à l'équilibre de la faune du jardin. Bon, il y a aussi des mésanges bleues, des mésanges charbonnières qui sont familières. Elles acceptent facilement le nichoir pour se reproduire. Elles sont insectivores. Et en été, elles arpentent en permanence les troncs et les branches des arbres pour débusquer des proies. Donc, savez-vous qu'un couple, quand il a des petits, il fait plus de 500 allers-retours chaque jour pour les nourrir. Par contre, en hiver, elles se nourrissent principalement de graines comme le tournesol, cacahuètes, matière grasse, et elles participent activement à la protection contre les ravageurs des arbres fruitiers et d'ornement. Donc, on retrouve également le merle noir qui consomme donc des vers de terre, des chenilles, des escargots, des limaçons, des baies, des fruits. Donc, lui, il gratte le sol, recherche des proies animales contribuant à l'équilibre du jardin. On a aussi la grive musicienne. Alors, elle est plus discrète, mais elle n'en est pas moins intéressante. Elle est carnivore, surtout se nourrit d'escargots, d'insectes, de vers de terre, mais aussi de baies et de fruits en hiver. Elle contribue au contrôle des populations de certaines espèces d'escargots. Puis on a tous vu dans son jardin des coquilles, des tas de coquilles comme ça à côté d'une pierre ou d'un point dur, c'est qu'elle l'utilise comme enclume pour briser donc toutes ces coquilles. Elle porte bien son nom, car au printemps, elle chante pendant des heures. Moi, je l'entends chanter dans mon jardin, c'est vraiment agréable. Donc, parmi les autres oiseaux qui fréquentent nos jardins, il y a le pinson des arbres, le chardonneret, l'accenteur mouché, le verdier, le moineau, le troglodyte mignon, la fauvette à tête noire, le pouillot véloce, le tourneau, le pic vert, le pic pêche. Et la liste est encore longue. Donc, voilà. Voilà, j'ai terminé mon exposé qui n'est bien sûr pas exhaustif, mais ce sont quelques pistes pour vous donner envie de pousser un peu plus la porte de la biodiversité. En résumé, que doit-on retenir? Que nous pouvons tous avoir un rôle pour développer la biodiversité dans son jardin. Et j'irai même plus loin en disant que nous avons le devoir de le faire, car c'est un acte citoyen pour nous et les générations futures. Mais alors, comment faire? Tout d'abord, bien connaître la nature. Comme nous l'avons vu, donc, il faut savoir identifier les insectes, les larves, les œufs. Voilà, ça évite au jardinier de détruire tout ce qu'il ne connaît pas. Parce que lui, quand il voit quelque chose qu'il ne connaît pas, hop, il essaie de s'en séparer. Il faut savoir comment la nature fonctionne. Plus on va la connaître, mieux on va la comprendre et mieux on va la préserver. Anna disait mercredi, par exemple, dans le webinaire précédent, donc à juste titre, qu'il faut de tout dans un jardin, le bon et le moins bon, mais l'important, c'est l'équilibre pour que tout se régule naturellement. Donc ensuite, c'est bien de créer des zones pour favoriser la biodiversité. Donc tout le monde n'a pas un terrain donc, comme le mien aussi grand, mais tout le monde, voilà. Tout le monde peut, à son échelle, essayer de faire quelque chose. Donc, je vais vous donner un exemple, comme on voit sur cette photo, d'un aménagement en 5 zones. Et donc, il suffira de vous en inspirer. Donc, la première zone se situe autour de la maison avec des plantes aromatiques et des fleurs. Et tout ça pour attirer des insectes. Vous pouvez faire venir les oiseaux en installant en hiver des mangeoires. Vous remplissez de graines oléagineuses, tournesol, cacahuètes, noisettes. Les fruits comme les pommes et les poires déposés au sol, ça fera le bonheur des merles et des grives. Vous pouvez également confectionner des boules de graisse à base de margarine de Saint-Doux et c'est bien aussi d'y mettre des céréales à l'intérieur. Moi, l'hiver, je leur donne des têtes de tournesol, donc je vais dans les champs une fois que la machine a passé, donc je ramasse des têtes de tournesol et cette année, j'ai compté plus de 30 verdiers et 18 chardonnerets qui étaient ensemble à manger. Donc, vous voyez, c'est quand même un beau spectacle qui récompense 100 fois nos efforts. Donc, la zone 2, ça pourrait être le potager. Donc, elle doit être très ensoleillée. Donc là, vous y réaliserez donc toutes vos plantations annuelles et aussi les légumes perpétuels. Je vous ai planté également des plantes mellifères
qui fleuriront toute l'année et en particulier en début de saison, hein, quand les insectes ont du mal à se nourrir. La zone 3, ça peut être le poulailler. Bon, c'est vrai que la poule, elle est redevenue à la mode, hein, mais pourquoi? Disons que la poule apporte de nombreux avantages. On l'utilise beaucoup aujourd'hui pour manger les restes de cuisine et alléger nos poubelles, mais en plus, elle produit des œufs. Elle débarrasse le jardinier des limaces au potager et du carpocaps au verger. De plus, elle fertilise le sol avec ses fientes. La zone 4, ce sera le verger. Installer des arbres de plein vent si vous avez la place, sinon une haie fruitière, ça c'est bien. N'oubliez pas aussi des petits fruits, très important. Alors là, j'en ai encore pas parlé, mais donc il faut installer des abreuvoirs dans votre terrain. Dans la maison, j'y vois les oiseaux qui viennent boire, mais pas que, hein, ils viennent s'y baigner. Bon, j'y vois aussi les écureuils, les chevreuils qui viennent régulièrement. Donc, sur la première photo, vous avez vu que j'ai mis une clôture à mon potager. Hein, ce n'est pas pour faire joli, mais c'est que je n'aime pas partager avec les chevreuils. Vous voyez donc placer aussi des nichoirs un peu partout dans votre terrain. Hein, donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, moi, j'en ai fait à peu près, donc j'en ai une vingtaine actuellement. Hein. Et au printemps, vous aurez le plaisir d'y voir donc des nichés. Donc, j'en ai fait surtout de mésanges, j'en ai fait de troglodytes mignons, de rouge-queue, de rouge-gorge et de pique. Hein. J'en ai fait également des tourneaux, mais là, c'est pour éviter qu'ils nichent sous mes tuiles. Donc, le prochain qui est à l'étude, c'est un nichoir et abri pour les chauves-souris. On arrive à la zone 5, qui est une zone plus sauvage. L'idée est de reconstituer un espace naturel. Hein. Un conseil, vous laissez une partie de votre pelouse que vous ne tondez pas et vous verrez apparaître toutes sortes de graminées, des plantes, des fleurs sauvages qui vont vous étonner. On y voit des orchis. On ne savait pas qu'on pouvait avoir ça dans son terrain. Ainsi, tout au long de la saison, cette zone prendra des couleurs différentes, passant du jaune au blanc, au bleu, au violet. Vous voyez. Les papillons viendront butiner ces fleurs et des insectes y trouveront refuge. N'oubliez pas que plus on aura d'insectes butineurs, plus vos récoltes seront abondantes. Les crapauds et musaraignes seront également heureux de cette prairie fleurie naturelle. Donc, vous pouvez installer des habitats pour tout ce petit monde, comme l'abri à insectes que j'ai parlé, l'abri à hérissons, des tas de feuilles, des tas de bois comme seul exemple. Enfin, un élément qui me semble indispensable, c'est d'avoir une mare. Vous allez voir, elle va vous apporter une vie sauvage qui n'existerait pas sans elle. Les tritons, grenouilles, crapauds, odonates, demoiselles et libellules, donc ne pour citer que, hein, créeront un écosystème et ramèneront de la vie dans votre terrain. Vous voyez sur la photo donc, en bas, là, donc, c'est un accouplement d'agrillons. Donc voilà, je voulais vous faire partager cette belle photo donc, en fin de diaporama. Voilà, ainsi en étant observateur de notre belle nature, nous prendrons du plaisir à voir évoluer autour de nous toute cette flore et cette faune. Ainsi, vous pourrez vivre chez vous d'étonnants safaris sans aller au bout du monde. Ça veut dire donc moins de CO2 et donc la préservation du climat. Et pour finir, je tiens à vous rappeler que nous vivons donc sur leur territoire et qu'ils étaient là bien avant nous. Donc faisons-les revenir et respectons-les. Je vous remercie de votre attention. Merci Bernard pour votre exposé très bien documenté et pour vos conseils appropriés sur l'intérêt bien sûr de tous ces auxiliaires et surtout en ayant mis l'intérêt également sur la nécessité de leur maintenir, voire de leur construire des habitats, ce qui est extrêmement important au jardin. Alors, nous allons passer maintenant. J'ai essayé de faire de mon mieux. J'ai dit j'ai essayé de faire de mon mieux, voilà, pour ramener tout ce bien, petit monde à la maison. Voilà. C'était très bien, très illustré et très complet. Et donc, c'est peut-être ce qui explique qu'on a relativement peu de questions. Néanmoins, j'en ai une première de Philippe Monchot pour Ariel. Alors, la question est la suivante. Pour la France, n'y a-t-il pas une contradiction apparente entre la menace surexploitation, entre guillemets, des forêts et l'augmentation croissante
des surfaces boisées depuis le 19e siècle. C'est vrai que, bon, moi je me rends quelquefois à la montagne et on voit que la déprise agricole fait que les forêts descendent de plus en plus sur les anciennes pâtures. Oui, c'est vrai. Le peuplement forestier en France, c'est pas le milieu le plus menacé, hein. C'est vrai que la surface de forêt en France, elle est plus en augmentation qu'en diminution ces dernières années. Je pense que les espaces les plus menacés, c'est les zones humides, c'est les aires périurbaines, etc. Après, il y a une grande partie du peuplement forestier français qui est géré à des buts commerciaux. Enfin, c'est l'ONF qui gère ces peuplements. Et la surface, c'est une chose, la surface de forêt. Après, quelles sont les essences qui sont plantées et quel est l'âge du peuplement, c'est aussi important puisqu'on sait que plus une forêt est vieille, plus elle stocke de carbone et plus elle héberge de biodiversité. Tandis que s'il y a une surface je sais pas, de hêtre ou de bois de coupe, c'est pas tout à fait la même chose. Après, la forêt n'est pas particulièrement menacée en France. C'est pas cet espace-là que je pensais quand dans les menaces, je parlais de la destruction de l'habitat, ça en fait partie. Il y a aussi le problème qu'une surface de forêt qui est coupée en deux par une autoroute, c'est un autre problème aussi pour la circulation des espèces. Mais non, la forêt, oui, elle est en augmentation en France. Merci Ariel pour votre réponse. Une question pour Bernard, cette fois-ci de Jean-Étienne Lefebvre. Avec la biodiversité, quel pourcentage de fruits dans vos récoltes sont indemnes de parasites, notamment de vers du Crapocaps? Et je crois que ça regroupe aussi pas mal de préoccupations des jardiniers. C'est vrai que, comme vous l'avez dit dans l'exemple, les pucerons sur les haricots verts, c'est pas très grave, mais par contre, les gens attachent plus d'importance au fait d'avoir des pommes et des poires sans Crapocaps, par exemple. Oui, ben là, le Carpocaps, voilà, c'est vraiment un problème et j'ai encore pas réglé, disons, le problème à 100% avec le Carpocaps, hein. Donc voilà, bon, le problème, je n'ai pas de poule non plus, donc si je l'ai dit dans l'exposé, donc eh bien, moi je n'en ai pas actuellement, c'est à l'étude également, donc c'est ce que j'envisage, hein, d'avoir quelques poules comme ça, ben, pour faire un peu le ménage dessous quand le ver, donc il va se mettre dans le sol, mais pour l'instant, donc je n'en ai pas, donc ce qui fait qu'actuellement, ben, voilà, j'ai des pommes avec des vers. Vos actions sont basées sur les connaissances, et vous les avez fait partager dans votre exposé, et aussi sur l'observation, observation permanente de ce qui se passe dans votre jardin, des relations entre les plantes cultivées, les bioagresseurs et leurs prédateurs ou parasites. À combien de temps estimez-vous, enfin, est-ce possible d'estimer le temps consacré à l'observation? Comment gérez-vous cette observation-là? Est-ce que c'est un temps consacré à un moment donné où vous faites le tour du jardin, de l'ensemble du jardin tous les jours, toutes les semaines, ou est-ce que c'est au fur et à mesure de vos actions que vous faites ces observations? Oui, ben, disons que ces observations, voilà, c'est quotidien si on veut dire, hein. Voilà, aujourd'hui que je ne travaille plus, je suis à la retraite, donc j'ai le temps. C'est vrai que quand je travaillais, malheureusement, je n'avais pas le temps de faire ces observations et de voir tout de suite quand il y avait un problème, quoi. Aujourd'hui, bon, c'est au quotidien. Bon, voilà, c'est le matin de bonne heure, par exemple, ou l'après-midi, si j'ai terminé donc ce que j'avais entrepris, et bien là, voilà, je fais un tour de jardin, je regarde, voilà. Mais c'est quotidiennement, plus on va observer, hein, et plus on va anticiper, disons, les problèmes. Merci Bernard. Une question complémentaire de Dominique Pougeot qui nous demande, qui nous dit bonjour. Et est-ce qu'un hôtel à insectes sert aussi lorsqu'on est à côté d'un bois qui abrite des insectes? C'est-à-dire là, est-ce que c'est nécessaire d'avoir une construction artificielle en quelque sorte, hein, alors que vous avez, eu égard à la surface de votre jardin, toute latitude pour abriter ces insectes naturellement? Oui, ben là, c'est peut-être un peu superflu si on veut, hein. Voilà, là, c'est le nec plus ultra, je vais dire, hein, d'avoir un hôtel à insectes.
Mais c'est vrai qu'on voit quand même que les insectes viennent le coloniser, quoi, hein. Donc, ils viennent s'en approprier. Donc, peut-être qu'ils trouveraient dans le bois, parce que moi, ils ont tout ce qu'il faut, je dirais, à côté, en principe, hein. Mais bon, ils viennent quand même sur l'hôtel à insectes. Donc, ça veut dire qu'il sert quand même à quelque chose. D'accord, merci Bernard. En tout cas, juste sur les hôtels à insectes, là, je ne sais pas si au niveau de la biodiversité, pour sa survie, c'est complètement indispensable d'avoir un hôtel à insectes en lisière de forêt, mais ça a un rôle pédagogique quand même non négligeable sur les visiteurs, quoi. Oui, oui, oui. Je crois que c'était effectivement très important de signaler ça parce que tout le monde n'a pas forcément, notamment dans les nouveaux jardiniers, une surface importante pour pouvoir accueillir ces insectes. Donc, comme l'a dit Bernard, c'est effectivement très, très intéressant également. Alors, euh, alors, je vois une question de Véronique Bonne. Avez-vous rencontré des problèmes avec les frelons asiatiques? C'est pour moi. Oui, oui. Oui. Mais les frelons asiatiques, voilà, oui, c'est vrai que nous, on les a déjà depuis plusieurs années, hein, les frelons asiatiques. Alors, j'ai vu que c'était un bon pollinisateur pour la chayotte. Donc, je fais des chayottes et c'est vrai qu'ils sont vraiment, disons que régulièrement, ils viennent visiter les fleurs, hein. Donc, c'est un pollinisateur, hein. Donc, il a un bon côté de ce point de vue-là, mais sinon, voilà, je me suis fait piquer il y a 2 semaines, voilà. Mais sinon, voilà, donc je le vois peu, hein, disons, le frelon asiatique, hein, voilà. D'accord, merci Bernard. Alors, ce n'est pas une question, mais c'est une information pour vous, Bernard, donnée par Pierre Rosier, qui est un arboriculteur de Bretagne et qui a réintroduit avec succès dans ses vergers la poule noire de Janzé, s'écrit J-A-N-Z-E. Donc voilà, une race de poules, puisque vous disiez que vous aviez à l'étude le fait d'introduire des poules, peut-être pouvez-vous D'accord. documenter sur cette race qui apparemment fonctionne bien en Bretagne. Eh bien, merci du conseil. Une question, est-ce que les fourmis sont, toujours pour Bernard, est-ce que les fourmis sont à considérer comme utiles? Alors c'est vrai qu'on pourrait longuement développer sur le problème des fourmis, mais en Oui, quelques mots, s'il vous plaît. ben, disons utile, je ne sais pas, hein. Disons que l'inconvénient, ben, c'est vrai qu'elles ont un rôle avec les pucerons, hein. Donc elle les chouchoute, on va dire, donc ce qui fait que le puceron va se développer plus rapidement, mais sinon, est-ce qu'elles ont un rôle, je ne sais pas si c'est un rôle, les fourmis, utile ou pas, je ne vois pas trop l'intérêt, hein. Il doit y en avoir un, mais je ne le connais pas. Alors une question de Jean-Étienne Lefebvre, dans votre potager, pratiquez-vous le mélange des légumes ou faites-vous des carrés homogènes, carré tout carotte, carré tout betterave, quitte à mettre les fleurs éventuellement à l'extérieur? Est-ce qu'il y a vraiment un mélange que je qualifierais d'intime, si on veut? Donc moi, voilà, j'ai quelques carrés, voilà, spécifiques, hein, mais là, c'est pour une question de terre, hein. Par exemple, les fraises que j'ai mis dans un carré, que je peux facilement mettre un filet dessus pour les protéger. Sinon, moi, je cultive en rang, hein, et ceci donc pour une question d'arrosage, hein, comme j'ai un terrain qui est relativement sec l'été, donc je suis obligé d'arroser. Donc, ça fait que j'ai de l'arrosage goutte à goutte, hein, et par le fait, voilà, je travaille donc pour la facilité de l'arrosage, je travaille en rang. Par contre, à l'intérieur du rang, donc je mets donc des fleurs, hein, j'incorpore des fleurs, hein. Voilà. Après, l'association des légumes, j'ai pu comprendre, j'associe certains légumes comme la carotte et le poireau, hein. Mais finalement, bon, j'ai fait différents essais, c'était pour la mouche de la carotte, le ver du poireau, tout ça, mais ça ne suffit pas. Et j'ai été obligé, ben, depuis 2 ans maintenant, d'y mettre un filet dessus, hein. Voilà. Merci. Alors, bon, j'ai pas de questions, mais des observations, des remerciements, comme Dominique Pougeot qui nous dit merci aux intervenants très intéressants et qui nous souhaite à tous bon après-midi. Également Pierre Rosier, le propriétaire des poules dans le verger, qui nous dit merci pour ces 2 exposés très intéressants. Pour la réintroduction des poules, c'est une émission qu'il avait vue à la télévision. Et puis Philippe Monchot qui nous dit, là aussi c'est une idée, à creuser, que les conseils pratiques tels que vous les avez prodigués, Bernard, pourraient donner lieu aussi à des réalisations collectives
dans les associations de jardins familiaux plutôt qu'au niveau de chacune de nos parcelles. Bon, c'est vrai qu'on pourrait imaginer, mais après c'est dans toute la conception de la répartition des jardins dans un espace consacré à cet effet, c'est d'avoir une zone sauvage, si je peux résumer un peu, si j'ai bien compris, une zone sauvage entre guillemets commune, sur lesquelles viendraient se greffer les zones cultivées de chacun. C'est effectivement, Philippe, une idée intéressante à creuser. Autre question, Bernard, pratiques-tu la rotation des cultures? Ah ben, oui. Richard Madège. Ah oui. Oui, la rotation des cultures, bien sûr, oui, ça c'est obligatoire. Donc après, ben, c'est vrai que c'est une rotation qui doit se faire normalement 3, 4, 5 ans, mais bon, c'est assez compliqué. Après, quand on a de la même famille, la pomme de terre avec les tomates, donc ça prend beaucoup de place et c'est vrai que la rotation, des fois, c'est que 3 ans et c'est pas 5 ans, hein, voilà. Mais j'essaie au maximum de faire de la rotation de culture, quoi, bien sûr. Et ensuite, Eliane Lebré, c'est pas une question, mais c'est également de remerciements qui nous dit merci à vous, très intéressant. Eliane, d'ailleurs, interviendra très prochainement également dans ces webinaires. Je pense qu'il est temps maintenant d'en arriver donc à la fin de notre webinaire. Je voudrais vous rappeler que nous avons lancé sur le site Jardiner Autrement, sur lequel je vous invite à vous brancher, Bernard l'a fait tout à l'heure, nous allons lancer une enquête importante au niveau français, c'est quelle est l'évolution des pratiques des jardins depuis l'arrêt des pesticides. Dans vos exposés, Bernard, bien sûr, vous nous avez parlé que de lutte vertueuse, entre guillemets, contre les prédateurs. Ce n'était pas forcément le cas, c'est peut-être pas encore forcément le cas de tous les jardiniers. Et on sait que la succession, d'une part, des déclinaisons du plan Ecophyto et surtout pour les jardiniers amateurs d'Alouet-la-Baie, a mis donc un coup de frein complet à l'utilisation de ces pesticides. Et donc, il est important pour orienter nos actions d'avoir des réponses à ce sujet. Alors, n'hésitez pas, ça prend une dizaine de minutes à peu près pour répondre. C'est bien sûr complètement anonyme. Et bon, n'hésitez pas à répondre vous-même et en faire part à vos amis jardiniers autour de vous. Voilà, je remercie et je rends la parole à Inès ou à Alice, peut-être pour la conclusion finale. Et en tout cas, je vous remercie Ariel et Bernard et tous les auditeurs nombreux, nous étions à peu près une soixantaine, pour avoir participé à ce webinaire de Jardiner Autrement. Merci et bon après-midi. Merci à tous et donc rendez-vous lundi prochain pour notre prochain webinaire sur soigner au naturel. Voilà, merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.